Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info, c'est Atlantique Radio. En cette dernière année du mandat gouvernemental, l'exécutif promet beaucoup. Une croissance à 4,5%, un déficit réduit et une dette sous contrôle. Tout semble aligné pour donner l'image d'un Maroc sur la voie de la croissance et du progrès, mais qui peut encore croire qu'un simple chiffre suffit à convaincre? Car derrière ces projections de bonne gestion, la réalité est sans doute plus rude, plus rugueuse. Le chômage frôle toujours la barre des 13%, l'informel engloutit 70% de l'activité économique dans notre pays et puis les inégalités territoriales et socio-économiques se creusent. Pendant que Casablanca, Rabat ou encore Tanger s'affichent comme des vitrines de la modernité, d'autres régions s'enfoncent dans la marginalisation. La note de cadrage du projet de loi de finances parle de justice sociale et territoriale. Elle promet des écoles de la deuxième chance, des aides directes mieux ciblées, des projets hydriques pour anticiper la sécheresse. Mais le temps politique est compté, on le sait. Le mandat du gouvernement touche à sa fin. Et la patience des uns et des autres s'amenuise. Alors, le PLF 2026 sera-t-il l'acte d'un Maroc émergent, nonobstant le contexte politique actuel, ou bien ce texte n'est-il au fond qu'un énième projet de budget incapable de répondre aux problèmes de fond qui empêchent notre pays d'entrer de plein pied dans la voie de l'émergence? Eh bien, c'est la question, entre autres, que nous allons décoder aujourd'hui avec Saïd Youssef et Taïb Aïs. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Bonjour Saïd Youssef, vous êtes à ma droite, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca. Et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Bonjour, c'est Adil, merci pour l'invitation. Bonjour, c'est Taïb. Taïb Aïs à ma gauche, notre expert comptable, analyste économique que nous sommes ravis de retrouver également. Bonjour, c'est Taïb. Bonjour, c'est Adil. Bonjour, c'est Saïd. Bonjour tout le monde. Alors avant la pause estivale, l'exécutif, le gouvernement a présenté la note de cadrage du projet de loi de finances 2026. C'est, rappelons-le, le dernier budget qui sera préparé par cette équipe gouvernementale. Et le risque de cette année à venir, c'est que le contexte politique qui sera marqué par une campagne quasi permanente d'ici les prochaines élections législatives n'impacte la stratégie ou la politique économique qui sera adoptée pendant cet exercice. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, d'abord sur la note de cadrage relative au projet de loi de finances 2026. Bon, on n'a que les grandes lignes, on n'a pas véritablement des mesures chiffrées ou des détails qui nous permettent de voir un petit peu vers où on se dirige au niveau budgétaire cette année. Mais qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce qu'il y a des éléments qui sortent du lot ou est-ce que nous sommes dans des éléments de langage habituels? Je commence par vous, Taïb Aïs. Oui, alors la loi de finances donc 2026, c'est la dernière loi donc de ces mandats. Donc les grandes lignes, évidemment, il y a un certain nombre de projections qui sont positives, telles que par exemple la croissance prévue à 4,5, ce qui semble quand même très très difficile, qui va dépendre de la pluie. De la pluie, effectivement. Aujourd'hui, effectivement, il a plu. Il a plu ce matin sur Casablanca, donc c'est de bonne augure. Donc aujourd'hui, c'est de bonne augure, effectivement. Il y a aussi l'inflation, on table sur une inflation de 1,1, donc ce qui est également très très difficile. Là, on est à 1,3%, donc c'est vrai que l'inflation a été ramenée à des niveaux raisonnables. Oui, ça dépend aussi. Mais on n'est pas à l'abri d'un rebond de l'inflation. Voilà, effectivement. Et puis surtout, il y a donc le chômage qui subsiste, en fait, le taux de chômage qui est assez élevé. Il y a les inégalités régionales qui sont très très importantes. Enfin, les inégalités sociales et régionales. Donc, qui reste très, très importante. Ce qui a d'ailleurs été rappelé dans le dernier discours. Le dernier discours, oui, effectivement, exactement. Donc, cette notion d'un Maroc à deux vitesses qui n'est pas qu'une lubie, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité, effectivement, parce que dans les différentes régions, on est encore loin, très loin, en fait, de la croissance, etc. On a vu la dernière note de la ACP également qui parle de cette divergence, en fait, de cette inégalité territoriale entre les différentes régions, et donc il y a beaucoup de régions qui ne profitent pas finalement de l'effort qui est fait au niveau national. Donc il y a les régions, donc l'axe Casablanca, Rabat, Tanger, qui restent en fait
qui profitent finalement des infrastructures, des grandes infrastructures, des grands chantiers, etc. Le reste du pays, donc, il est encore à la traîne. Donc, il va falloir effectivement travailler sur cette justice territoriale qui est très, très importante, et aussi la justice sociale aussi, parce qu'en fait, les couches déshéritées, les couches pauvres augmentent en nombre, donc il va falloir effectivement mettre en place des programmes pour justement réduire le fossé entre les différentes couches. Ça, c'est très, très important. Et il y a le chômage, effectivement, qui reste élevé, donc il va falloir en fait dynamiser l'économie nationale. Mais en fait, c'est pas la dernière année qu'on fait ce genre de chantier. La dernière année d'un mandat, d'autant plus que cette dernière année, c'est une année électorale, donc il y a beaucoup de projets qui seront au ralenti. Le ministre de l'Intérieur avait envoyé une lettre pour dire qu'il va falloir faire attention à ces différents projets pour qu'ils ne soient pas utilisés à des fins électorales. Donc, lesquels, par exemple? Vous pensez à quel projet en particulier? Non, en général, c'est en fait la directive du ministère de l'Intérieur, c'est justement que les projets ne doivent pas être utilisés parce qu'il y a beaucoup de projets qui seront relancés suite justement au discours royal. Et donc, le ministère de l'Intérieur a tiré la sonnette d'alarme en disant attention, ces projets-là, c'est des projets, on va dire, qui seront pilotés par le ministère de l'Intérieur. Et il ne faut pas qu'ils les utilisent à des fins électorales. Il y a ça, mais il y a aussi d'autres projets ou d'autres réformes, plus précisément, qui pourraient subir l'effet inverse, à savoir qu'en cette dernière année du mandat gouvernemental, en cette année électorale, je pense notamment à la réforme des caisses de retraite. C'est une réforme qui sera douloureuse et qui sera impopulaire. Donc, on risque de faire retarder cette réforme qui est urgente et qui devrait être entamée le plus tôt possible. Je pense qu'il sera retardé et la patate chaude sera lancée au prochain gouvernement. Et si c'est le même qui gagne tant l'élection, pis, il va la gérer il aura 5 ans pour la gérer, il n'y a pas de souci. Professeur Saïd Youssef, globalement, pour commencer, j'aimerais avoir votre avis également par rapport aux défis économiques de cette rentrée. Pour commencer déjà, le cadrage de la loi de finances 2026 essaie d'équilibrer entre un équilibre macroéconomique, et si on retrouve les agrégats, le taux de croissance, l'endettement, l'inflation, le déficit. Et cet objectif, qui est d'ailleurs prononcé dans le discours de la fête du trône par le souverain, c'est le Maroc à double vitesse. Et lorsqu'on parle de Maroc à double vitesse, on veut dire tout simplement cette injustice qui est sociale, qui est territoriale, et que le projet de loi de finances 2026 essaye d'apporter des éléments de réponse. Ma propre lecture, c'est que les objectifs sont réalistes et réalisables quelque part. Parce que déjà, on n'est pas loin des taux tels qu'ils sont avancés, taux de croissance de 4,5%, un déficit de 3%, un endettement public qui ne doit pas dépasser 65%. D'un point de vue agrégat macroéconomique, il me semble qu'on n'est pas loin. Mais la grande question aujourd'hui, le grand défi, c'est cette question d'injustice territoriale. Traçons le tableau. Donc cette croissance économique, ce développement qui est localisé uniquement dans une zone bien déterminée, c'est la zone entre Kéniétra et El Jadida. C'est un grand défi. Jusqu'à Tanger quand même. Vous arrêtez Tanger quelque part, la partie le nord. Non, mais juste pour reprendre les derniers chiffres du HCP, c'est vrai que les trois régions, donc Tanger, Tétouan, Hoceima, Rabat Salé, Kéniétra et Casablanca Stade, concentrent 60%, 58% pour être exact, de la création de richesse globale au Maroc. Donc la région du Nord, elle aussi, à la fois participe à la création de valeur et bénéficie aussi de cette création de oui, valeur. Tout à fait, mais si on isole la ville de Tanger, ce n'est pas toute la région. Donc la problématique du territoire est toujours une réalité. Et lorsqu'on parle de cette injustice territoriale, c'est l'exode rural, c'est les problèmes de la répartition des revenus. Et donc le prochain challenge, c'est réaliser une croissance, mais une croissance équitable, partagée avec tous les citoyens. Ça, c'est la problématique qu'il faut résoudre. Comment répartir cette richesse entre tous les citoyens? Comment proposer un projet de loi de finances qui facilite l'inclusion sociale? Parce que finalement, in fine, on peut avoir un taux de croissance. La croissance, c'est une condition sine qua non pour le développement.
Mais on peut avoir une croissance qui favorise les inégalités sociales, qui ne profite pas à tout le monde. Et c'est le cas selon vous aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, je vais vous donner, on essaye de calculer la répartition de la richesse par des coefficients bien déterminés. Si je vous rappelle le coefficient de Gini, ben au Maroc, on est à 40%, d'après les chiffres. Et donc, c'est quoi 40%? Un coefficient qui nous permet de calculer les inégalités dans un pays. Oui, mais ça représente quoi le 40%? Le 40% veut dire tout simplement, pour comparer, en Europe et dans les pays nordiques, on doit être à un taux de 28-30%. Nous, on est à 40%. Oui, mais j'essaie juste de comprendre, et aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, la définition même de ce coefficient. Quand vous dites 40%, c'est 40% par rapport à quoi? Ça définit quoi concrètement? C'est simple. C'est une formule qui nous permet de voir la qualité de la répartition de la richesse. Et donc tant qu'on se rapproche de 100%, de 100%, on n'est plus équitable. D'accord. On est moins équitable. Tant qu'on est moins, qu'on est moins de 30%, ça veut dire qu'on se rapproche des ratios tels qu'il est dans les pays nordiques et en Europe. Et donc, la problématique réelle aujourd'hui, c'est comment résoudre ce problème, je dirais, beaucoup plus de répartition des revenus. Et d'ailleurs, cette loi de finances doit répondre à ça. Et les chantiers sont nombreux. Aujourd'hui, nous avons une éducation qui n'est pas de qualité à tout le monde. Nous avons un système de santé à double vitesse, privé et public. Donc, il y a un chantier, le véritable chantier, c'est comment réaliser une croissance inclusive à tous les citoyens. Et c'est un chantier, pas pour le gouvernement uniquement actuel, mais c'est un chantier du Maroc. Pour l'ensemble du pays, oui, quel que soit le gouvernement. Et justement, est-ce que vous avez une réponse, j'allais dire, à cette question? Comment faire pour à la fois avoir une croissance soutenue sur le moyen long terme, et surtout que cette croissance, et c'est vrai que c'est là où le bas blesse, c'est sans doute le sujet le plus important, que cette croissance puisse bénéficier à tout le monde. Pour bénéficier à tout le monde, il faut qu'il y ait des secteurs économiques productifs, déjà. 2, il faut améliorer les revenus par habitant. Lorsqu'on calcule le PIB national, on le partage par la population. Oui, mais ça, c'est un indicateur. Je me méfie toujours du PIB par habitant, parce qu'il te donne une moyenne qui ne reflète pas arithmétique. Oui, mais qui ne reflète pas forcément le niveau de vie de la majorité de la population. Tout à fait. Améliorons le salaire encore moyen. Donc, il y a des moyens qui vont nous permettre n'oublions pas qu'une bonne partie des citoyens aujourd'hui au Maroc payent les frais de scolarité au niveau des écoles privées. Créer une école publique qui est pour tout le monde, oui, à l'école privée, mais dans un seuil bien déterminé. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens n'ont pas les moyens de financer. Il faut qu'il y ait un système de santé publique, il faut qu'il y ait une école publique, il faut qu'il y ait un système de soutien à la classe moyenne et à la classe pauvre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le véritable filet de sécurité, c'est comment ce projet de loi de finances va soutenir, protéger cette classe moyenne de plus en plus vulnérable. Même question Taïeb Aïs, mais je vais vous donner 10 minutes pour bien réfléchir et pour me donner la bonne réponse. Parce qu'on va marquer une pause. Le journal de 8h30 nous sera présenté dans quelques instants par Karim Droné. Et on se retrouve avec Taïeb Aïs et Saïd Youssef pour la suite du débat. À tout de suite. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Saïd Youssef et Taïeb Aïs. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et on parle économie ce matin avec les projections par rapport aux défis et aux enjeux de cette rentrée. On était en train de discuter effectivement de la question de la croissance économique et surtout de son impact sur l'ensemble de la population. Et ce que nous disait le professeur Saïd Youssef juste avant la pause, c'est que l'un des problèmes effectivement qui se pose chez nous au Maroc, c'est que quand on a une croissance relativement bonne, même si tout est relatif, eh bien, cette croissance ne bénéficie pas forcément à l'ensemble des citoyens et surtout à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, la question que je lui ai posée, je vous la repose, Taïeb Aïs. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion ou des réponses concrètes à cette problématique, cet écart qui existe parfois entre la création de richesses et l'impact sur la population? En fait, l'impact de la création de richesses sur la population dépend des politiques et des orientations politiques. Est-ce qu'on s'intéresse justement
à la population dans sa grande majorité, c'est-à-dire en fait les couches pauvres et la classe moyenne, ou alors on s'intéresse uniquement aux couches supérieures. Donc en fait, c'est des orientations politiques. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des programmes de gouvernement, soit de droite, soit de gauche, etc. Donc en fonction donc, de cette orientation, évidemment, on va orienter l'effort de la nation vers telle orientation ou telle autre. Par exemple, est-ce qu'on fait des grands projets, des grands stades, etc. Ou alors on construit des routes dans le Haouz et dans les différentes régions éloignées. Alors vous, vous, si j'ai bien compris, vous faites partie de ceux qui opposent ces deux aspects du développement. C'est-à-dire que selon vous, on ne peut pas, un pays comme le Maroc ne peut pas à la fois développer ses infrastructures avec notamment de très beaux stades et de très belles infrastructures routières, aéroportuaires, hôtelières, tout ce que vous voulez, et en même temps développer des infrastructures de base qui puissent bénéficier aux plus démunis. Si, on peut le faire, évidemment. On peut le faire si on a une notion de pétrole. Non, je vous parle du cas du Maroc. Écoutez, justement, le cas du Maroc, le cas de tous les pays du monde... Vous dites qu'on ne peut pas le faire. Non, je dis, on a des ressources qui sont limitées. Donc, c'est comme chez vous, quand vous avez votre salaire, votre revenu, chez vous, soit vous achetez un téléviseur grand écran à 40 000 ou 50 000 dirhams, soit vous allez acheter les cahiers pour vos enfants. En fait, c'est un choix. Donc, nous avons malheureusement des ressources qui sont rares. Donc, on ne peut pas faire les deux, c'est ce que je vous dis. Non, c'est pas qu'on peut, on ne peut pas. Vous avez des ressources rares, il va falloir les orienter. Soit vous les orientez vers des grands projets. Oui, mais vous ne voulez pas répondre à ma question. Ma question est très simple, parce que j'ai bien compris le fond de votre pensée, mais allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Donc, vous dites qu'un pays comme le Maroc, avec ses ressources et sa situation socio-économique et macroéconomique, ne peut pas se permettre à la fois d'investir massivement dans des infrastructures de modernité, on va dire ça comme ça, et en même temps... Écoutez, la modernité aussi, quand vous faites des routes à Al-Haouz, quand vous construisez des maisons à Al-Haouz et dans d'autres régions, pas uniquement. Mais je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'on va faire les deux en même temps? C'est ça la question, elle est très simple. Oui ou non? Écoutez, ça dépend en fait de ce que vous avez. C'est ça en fait. C'est une question de priorisation des chantiers. Nous avons un budget qui est ce qu'il est, qui tourne autour de 400 milliards de dirhams. Je n'ai pas les chiffres en tête là. Et donc, vous allez l'orienter vers des chantiers. Donc, c'est un choix politique. Là, c'est le politique qui va choisir. Soit on s'intéresse justement à construire, par exemple, au lieu de construire le TGV, ce qui est bien, c'est une bonne chose d'avoir le TGV. Mais est-ce qu'on construit un TGV, par exemple, ou alors on construit les routes dans les différents patelins, petits patelins? On ne peut pas faire les deux. Si on peut faire les deux, si on a de l'argent. Alors, c'est quoi le problème? Mais justement, le problème, c'est qu'on n'a pas l'argent pour cela. Non, mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a les moyens de faire Moi, je pense qu'on doit commencer par le commencement. Ça veut dire mettre en place, justement pour ne pas avoir un Maroc à deux vitesses, mettre en place les infrastructures nécessaires, pas le haut de gamme, mais nécessaires dans l'ensemble du pays. Une fois qu'on complète cela, on passe à autre chose. On passe par exemple à l'éducation, à l'école publique. On met en place une école publique digne de cela. L'école publique à valeur aujourd'hui couvre 80% des besoins des Marocains. Il y a 20% qui sont couverts par l'école privée. Vous voyez, en termes de priorisation, moi j'aurais mis l'école publique en tête de liste, avant même les infrastructures de base. Moi j'investirais directement dans l'humain avant les routes et les... Voilà, c'est un choix politique, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle un choix politique. Effectivement, vous avez raison. Et il faut mettre l'école publique, il faut mettre la santé publique, il faut mettre les infrastructures de base, parce qu'en fait, c'est lié, parce que si vous avez une école, mais vous n'avez pas l'accès à cette école, ça ne sert à rien d'avoir une école dans un patelin, mais vous n'avez pas accès par la route, vous n'avez pas accès vous n'avez pas l'eau potable, vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas l'Internet. Donc tout cela, c'est vraiment lié. Donc, dans un premier temps, il va falloir orienter tout notre budget vers effectivement ce qui est indispensable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Évidemment. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de choix clairement défini sur les priorités. Non, le choix, ils sont définis actuellement vers
des grands projets de prestige, ce qui est une bonne chose, mais malheureusement, on tire la couverture des régions éloignées. On l'a souligné tout à l'heure, nous avons 3 régions qui profitent de l'infrastructure marocaine et le reste, donc les 9 régions, ne profitent pas. C'est ça en fait la problématique. Donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir réorienter notre effort collectif et justement pour éviter qu'il y ait un Maroc à 2 vitesses, ce qui est le cas aujourd'hui, pour éviter que la majorité de la population ne profite pas de l'effort national de développement, ben, il va falloir s'intéresser justement aux couches déshéritées, aux couches pauvres, aux classes moyennes. C'est les classes moyennes qui font l'équilibre d'un pays. Donc il va falloir s'intéresser à cela. Et surtout, il va falloir s'intéresser à la justice territoriale. Ben, la justice territoriale veut que si des régions éloignées, même s'ils sont éloignés, ils ont droit à avoir des routes de bonne qualité, peut-être des autoroutes, peut-être des trains, pas des trains à grande vitesse, mais juste des trains. Quand vous avez, par exemple, on a le TGV entre Casablanca, entre Kénétra et Tanger, mais on n'a pas le train normal vers Agadir, on n'a pas vers l'Ayoun, on n'a pas vers Dakhla, on n'a pas vers Beni Mellal, ainsi de suite. Vous voyez? Donc on fait déjà ce qui est basique, et puis une fois qu'on couvre ce qui est basique, ben on va faire ce qui est de luxe. C'est ça en fait, au lieu d'acheter des choses de luxe, ben on commence par investir donc ce qui est prioritaire. Une autre question, toujours en lien avec la croissance. On a fait le lien entre la croissance économique et l'impact de cette croissance sur le niveau de vie des citoyens de manière globale. Il y a aussi un lien que l'on fait souvent, et cette équation qu'on a toujours du mal à résoudre, le lien entre la croissance et la création d'emplois. Là aussi, ça fait défaut chez nous. On a un taux de chômage qui est anormalement élevé. On est aux alentours de 13%, sous la barre des 13% selon les derniers chiffres du HCP. Ouais. Et malgré une croissance, alors qui n'est pas énorme, mais qui reste positive sur les dernières années, eh ben, cette croissance ne se reflète pas là non plus sur la création d'emplois. Comment vous expliquez cela, professeur Saïd Youssef? Tout est lié. Lorsqu'on parle de répartition des revenus, la répartition de richesses, eh ben, on veut dire tout simplement quelle est la part de chaque citoyen dans ce gâteau qui est national. Donc il faut mettre des mécanismes qui permettent de donner aux uns et aux autres. Parce que même si on fournit un effort pour agrandir ce gâteau, bah, s'il y a une minorité qui s'accapare 70-80% de ce gâteau, et bah, ça veut dire qu'on n'a pas fait grand-chose. Et d'ailleurs, on ne doit pas oublier que lorsqu'on ne règle pas la problématique de la répartition des richesses, ça veut dire qu'on n'a pas réglé la problématique du développement, la problématique de l'inclusion sociale. Et c'est lié, vous avez évoqué la problématique de l'emploi. Certes, on a des investissements, des milliards de dirhams dans l'infrastructure. Aujourd'hui, le grand chantier qui est un challenge pour le royaume, qui va avoir des effets positifs sur le tourisme, sur les infrastructures, sur l'image du Maroc, qui est celui de l'organisation de la Coupe du Monde, d'un investissement qui va dépasser juste la contribution du Maroc comme effort d'investissement va dépasser les 50 milliards de dirhams, 5-6 milliards de dollars presque. Ben, ça veut dire que c'est une occasion où on va réfléchir comment créer l'emploi avec ces investissements en infrastructure. Et ben pour créer, c'est simple. C'est déjà former, parce qu'aujourd'hui, les opérateurs économiques avancent comme quoi il n'y a pas des ressources humaines qualifiées. Ici, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle des offices de formation, de l'université. Donc, préparons déjà une ressource humaine qualifiée. Donc, le défi de la formation. 2, il faut qu'il y ait des investissements qui créent plus d'occasions d'emploi pour les jeunes. Comment les intégrer au milieu productif? Ben, c'est simple, c'est qu'il faut une université, une école connectée avec le milieu professionnel. Et ici, on va revenir à cette question de la formation duale. Une université, une école ouverte sur son environnement socio-économique. Et d'ailleurs, on a parlé tout le temps du modèle allemand qui est une réussite en la matière. Donc cette question de l'emploi, il me semble, mérite réflexion. Et d'ailleurs, c'est une partie de ce Maroc à double vitesse.
Et on ne doit pas oublier que la problématique de l'emploi, c'est aussi le cadre juridique qui ne favorise pas la création de l'emploi, qui ne favorise pas l'investissement. Le débat sur la réforme du droit du travail, comment le rendre plus accessible, plus équitable et qui permette d'améliorer les revenus. Parce qu'on n'oublions pas qu'aujourd'hui, le code du travail tel qu'il est fait, le système fiscal sur les revenus ne permettent pas d'augmenter les salaires. On ne doit pas oublier qu'un taux d'hier, le taux de l'hier peut aller facilement qu'à 37%. Hein? Et donc, ça veut dire que la classe moyenne, lorsqu'il va dépasser un seuil de 15 000 dirhams, eh ben, il est obligé de payer 37%. Et ce n'est pas de cette façon qu'on va encourager l'emploi. Moi, je songe qu'aujourd'hui, on doit toujours faire et prendre les bons exemples, les autres qui ont fait les choses correctement. Je vais prendre aujourd'hui, je vais comparer l'incomparable, je ne vais pas parler de la Chine. La Chine, pendant 10 ans, il a multiplié son PIB x 10. Et il a investi massivement en infrastructure. Chaque année, 8% du PIB investi en infrastructure. Pourquoi on investit dans l'infrastructure? Parce que ça permet de créer l'emploi, mais ça permet de moderniser l'appareil productif. Aujourd'hui, le TGV Casablanca-Tanger, eh ben, il a facilité le développement de la ville de Tanger. Il a facilité la réussite de Tanger-Med. Et donc l'investissement en infrastructure, les autoroutes aujourd'hui, ils ont apporté un effet positif sur la croissance et sur la qualité de l'investissement au Maroc. Continuons, à mon sens, il faut qu'il y ait un équilibre. Ce qu'on fait aujourd'hui le Maroc d'un point de vue stratégique, au niveau des aéroports, au niveau des routes, au niveau de la voie ferrée, est une bonne chose, il faut continuer, mais on doit investir et créer une richesse qu'on va répartir de façon équitable entre les citoyens. Je reviens à la question de l'emploi, parce que c'était ça le fond de ma question, et j'aimerais avoir également l'avis de Taïb Aïs, ce lien entre croissance économique et emploi. Est-ce qu'on n'a pas une croissance suffisamment élevée pour avoir le fruit de cette croissance sur la création de richesses, ou est-ce qu'il y a un dysfonctionnement dans notre structure, dans la structure de notre économie qui fait que même la faible ou moyenne croissance que nous constatons chaque année ne se reproduit pas forcément sur le marché de l'emploi? Déjà, il y a un problème au niveau des investissements au Maroc. Effectivement, ils ne produisent pas suffisamment d'emplois par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'investissement reste encore dans sa grande majorité un investissement public. Et cet investissement public, qui représente à peu près les 2/3 de l'investissement privé, malheureusement ne produit pas suffisamment d'emplois. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut un taux de croissance élevé qui est de l'ordre de 7 à 8% pour justement résorber donc le chômage et de trouver de l'emploi aux 300 000 personnes qui sont sur qui demandent de l'emploi chaque année. En fait, qui viennent au marché de l'emploi chaque année. Donc là, en fait, on doit arriver à un taux entre 7 et 8%. Ce qui nous semble... Ce qui est très très loin aujourd'hui. Ce qui nous semble un pur fantasme aujourd'hui. Un taux de croissance à 7-8%. Oui, je n'ai pas souvenir d'un tel taux sur les dernières années. Vous êtes un peu plus âgé que moi, peut-être que... Non, en 2021, on était à 7,9%. Ah bon? Oui. Ah non, mais ça faut vérifier. Oui, en 2021, c'était 7,8%, vous pouvez le vérifier. Mais toujours est-il, il faut justement un effort pour atteindre ce taux. Il y a des pays africains qui l'ont atteint. Il y a des pays en Asie qui l'ont atteint. Donc, oui, mais 2021, c'est spécial. Ah bah oui. Non, mais vous avez chaque année est spéciale. Chaque année est spéciale. Chaque année est spéciale. Non. 2021, c'était après la crise du Covid de 2020. Forcément, l'activité... Oui, il y a toujours des crises. Mais quand l'activité... Chaque année, il y a des crises et de l'année d'avant, toujours des crises. Mais ce n'est pas une année de référence. Oublions la parenthèse Covid. Sortez-moi une année où l'économie marocaine dans un environnement relativement normal... Mais justement, normal... il faut y arriver. D'autres pays sont arrivés. L'Éthiopie est arrivée, etc. Voilà, donc justement, pour résorber... Moi, je vous réponds. Pour justement résorber le taux de chômage, qui est aujourd'hui autour de 13%, qui était énorme, et même le recensement a révélé que c'est 21%, ce qui est encore plus dramatique. Donc, justement, nous avons besoin d'un taux de croissance de 7 à 8%. C'était 8,2% en 2021. C'était même plus que 7. On va marquer une pause. Merci beaucoup, Taïb Aïs. Merci, professeur Saïd Youssef. On va se retrouver juste après
la pub et le journal en langue arabe de 9 heures pour la suite et fin de notre émission. À tout de suite. d'Atlantique Matin. Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Suite et fin des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Saïd Youssef et Taïb Aïs. Une dernière question sur le premier sujet avant de passer au deuxième. Il y a la question de l'informel que nous n'avons pas encore abordé. Quand on parle de l'économie, de la structure économique de notre pays, comment ne pas pointer du doigt cette problématique, sempiternelle problématique de l'informel, alors qui représente, selon les estimations des uns et des autres, entre 50, 60, voire même 70% de l'activité économique globale. Est-ce que, là aussi, c'est un problème de fond que les projets de loi de finances ou les projets de budget ne peuvent pas régler en une année? Et que faire pour inverser la tendance durablement et faire en sorte que notre économie soit beaucoup plus structurée? Taïb Aïs. Le marché souterrain ou l'informel, effectivement, est un flux très très important au Maroc et dénote d'un problème de double vitesse, justement. Nous avons une économie à double vitesse. Vous avez l'économie formelle et l'économie informelle. Et chacune a ses règles qui sont différentes, totalement différentes l'une de l'autre. La problématique essentielle de l'informel, c'est la confiance dans le système économique de notre pays. Donc, il va falloir justement travailler sur cette confiance. Comment faire en sorte que l'ensemble des citoyens adhèrent au système formel qui est mis en place. Et cela, justement, on doit bâtir cette confiance entre l'administration, les différentes administrations et les contribuables, les différents contribuables et les différents acteurs économiques. Et notamment les très petites entreprises et les petites entreprises et les moyennes entreprises. Donc, il y a tout un travail de fond à faire à ce niveau-là qui consiste justement à bâtir cette confiance. Et cette confiance ne peut être bâtie que pas sur des paroles, mais sur des actes réels. Ça veut dire la simplification des procédures, la limitation et le contrôle donc, de la corruption dans les différents circuits de l'administration, etc., pour pouvoir justement attirer les différents acteurs vers l'économie formelle. Et aussi, il y a plusieurs côtés, le côté administratif, le côté fiscal, etc. Mais l'informel, par exemple, se nourrit aussi de la corruption qui peut gangréner parfois certains secteurs. Bien sûr, c'est lié. Donc il faut s'attaquer c'est intimement lié. C'est intimement lié. Justement, quand il y a la corruption, à chaque fois qu'il y a la corruption, il y a l'économie informelle. Et ils sont intimement liés, effectivement. Et donc, justement, tout cela, c'est bâti sur des valeurs de travail au lieu des valeurs de corruption et de rente. Et donc, il va falloir travailler sur ces valeurs de travail et mettre en place justement des procédures simplifiées de l'administration, contrôler tout ce qui est corruption, etc., faciliter l'accès aux différentes activités, enlever les barrières à l'entrée dans les différents secteurs et là aussi encourager par la même occasion, c'est un priori, une condition sine qua non justement pour la promotion de la petite entreprise, la très petite entreprise, de la moyenne entreprise. Et c'est ces petites entreprises et moyennes entreprises qui créent le plus d'emplois. Et donc, vous voyez, on revient aussi à la création d'emplois à travers justement l'assainissement de l'environnement des affaires au Maroc. Professeur Saïd Youssef. Oui, l'informel. L'informel, il faut, à mon sens, c'est un véritable chantier qui nécessite un véritable plan Marshall pour, lorsqu'on parle de 70% de l'activité économique, donc déjà il nous faut des statistiques réelles. Quelle est la structure de ce secteur économique? Si on supprime l'informel de subsistance, les personnes qui travaillent pour gagner 70, 100 dirhams par jour, et c'est un phénomène qui existe partout dans le monde. Partout dans le monde, il y a un secteur informel qui échappe au circuit formel. Analysons les choses et déjà essayons de comprendre que ce secteur informel joue un rôle économique majeur parce qu'il crée de l'emploi. Une bonne partie de l'emploi est créée au niveau du secteur informel. Deux, il participe à la création de la richesse. Mais il est en partie invisible. 3, est-ce que le secteur informel paye les impôts ou non? Il paye les impôts, mais il ne les paye pas à 100%.
D'accord? Parce que parfois, on est en train de dire, attention, le secteur informel ne contribue pas fiscalement. Ben oui. Il C'est ce qu'on dit, et à Oui, juste mais titre c'est pas d'ailleurs. vrai. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que dans le secteur informel, ce qui n'est pas déclaré, c'est uniquement la petite marge qu'on réalise le secteur informel. Il y en a qui ne déclarent rien du tout. Là, au niveau des inputs, Hmm. parce que le secteur informel, lorsqu'il commercialise des produits, il les achète au prix du secteur formel. Donc, il paye déjà la TVA, il paye déjà le reste des impôts. Mais une partie, il y a une perte fiscale liée à la marge, à la valeur créée par le secteur informel. À mon sens, aujourd'hui, le véritable problème, c'est qu'on doit faire un diagnostic, comprendre qu'est-ce que c'est ce secteur. Hein. Et de prioriser. Là où il faut aller, et c'est de là il faut communiquer avec ce secteur et l'encourager, et à travers un système de confiance. Parce qu'aujourd'hui, si les opérateurs économiques choisissent l'informel, c'est parce que tout simplement, il y a un manque de transparence, on n'a pas l'accès à l'information, et les procédures sont un peu difficiles à respecter. Le secteur informel aujourd'hui, il participe à l'économie. Essayons de l'intégrer dans la sphère économique formelle et à mon sens, ça va créer plus de dynamisme parce que derrière ce secteur informel, il y a des commerçants, il y a des industriels, il y a des techniciens et si on arrive à les intégrer dans le secteur formel, ça sera une richesse pour l'économie dans sa globalité. Bien entendu, on ne peut pas aller en 2026 et dire on réduit le secteur informel à 0%. Il faut aller progressivement, graduellement. Dire cette année, on a 70%, ben, l'année prochaine, on va à 60% et on va réduire progressivement. Et le seul moyen, à mon sens, aujourd'hui, de réussir, c'est un système, des procédures transparentes et un système fiscal équitable, transparent et facile à utiliser auprès du secteur informel. Parce que le secteur informel, pour eux, lorsqu'on va leur demander de calculer l'IS, de calculer l'IR, de déclarer la TVA, de la retenue à la source, c'est un système sophistiqué qui transforme l'entreprise en une véritable usine à gaz difficile à gérer. Et le secteur informel n'a pas les compétences, ni techniques, ni scientifiques pour gérer ce système. Oui, mais dire que c'est trop compliqué pour certains opérateurs du secteur informel, c'est en quelque sorte leur trouver des excuses. Or, ce n'est pas forcément toujours le cas. Certains le font par choix et peuvent éventuellement intégrer facilement le circuit formel, mais par facilité, par opportunité, évitent de le faire. Ben, on marginalise, il reste le nombre de personnes qui choisissent l'informel. L'informel, on le fait par obligation, parce qu'on n'oublie pas, celui qui travaille dans l'informel, c'est pour des risques aussi. C'est pas la société formelle où il y a des assurances, il y a des couvertures, il y a des avantages. Ben, la plupart du secteur informel, c'est de l'auto-exploitation. On n'est pas bien rémunéré, on travaille dans des conditions qui ne sont pas vraiment favorables. Et donc, à mon sens aujourd'hui, essayons de bien comprendre, parce qu'on n'oublions pas, il y a certains ministres, il y a quelques années, qui ont essayé de limiter le secteur informel. Mais ils ont rencontré une véritable résistance. Je me rappelle bien de l'époque de M. Alami, le ministre de l'Industrie. Il a décidé de mettre la facture électronique, mais il n'a pas pu la mettre. Parce que tout simplement... On se souvient de l'épisode de Derb Omar, effectivement. Oui. Oui, mais il faut avoir les reins solides, il faut tenir bon. Oui. Ou alors on démissionne et il faut aller... On ne fait rien. Il faut aller progressivement. Oui, progressivement. Beaucoup d'écoute, beaucoup de transparence. Oui, tout ça, c'est bien. La facture, tout ça, c'est bien. Mais quand vous avez des réticences ou des oppositions féroces, d'ailleurs, pour ce cas précis, sur une réforme que vous pensez légitimement aller dans le bon sens, il faut maintenir le cap et tenir bon. Sinon, ça ouvre la porte. Le message qui est envoyé, c'est chacun fait ce qu'il veut. Hein. Non, le problème, c'est que les réformes avancées aujourd'hui sont des réformes qui ne sont pas réalistes. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, imposer la facture électronique. Ça prend du temps. C'est un progrès, il faut communiquer, il faut mettre les moyens, parce qu'on risque de bloquer le monde des affaires. Le monde des affaires a besoin de flexibilité. Et lorsqu'on essaie de trop formaliser, on bloque le business et on pousse les gens à aller vers l'informel. De toute façon, la facturation électronique, il va venir. Je pense même qu'il sera programmé vers la loi 2026. Oui, mais on est déjà en retard. Faut accélérer. On n'est pas en retard. On est sur le bon timing. Non, on est en retard. On aurait pu l'avoir il y a 5-10 ans déjà. Hein. S'il y avait une volonté politique et si les moyens étaient mis en place pour le faire. Better late than never.
Vaut mieux tard que jamais. Ça, c'est la devise des... comment dire, je ne vais pas être méchant. Ouais, voilà. Mais anyway, de toute façon, je pense que la facturation électronique, il va passer soit en 2026, soit en 2027. Donc, c'est déjà programmé. Les applications sont déjà faites. Il y a déjà un travail qui est fait en amont très, très avancé. Et donc, c'est une question juste de timing. Je pense que ça doit passer soit en 2026, soit en 2027. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et même l'installation de la facturation électronique, il va se faire par palier. C'est-à-dire au début pour les grandes entreprises, et puis par la suite par les moyennes, et puis ainsi de suite. Donc, je pense que ça va se faire de cette façon-là. Mais dans tous les cas, ça va se faire. Donc, et le travail à ce niveau-là va se faire et sera achevé. En revanche, il y avait des politiques, justement, fiscales, d'un point de vue fiscal et procédural, qui tentaient justement de résorber l'informel. Par exemple, on avait un taux de l'IS de 10% pour les petites entreprises. Ça a été augmenté à... Malheureusement, ça a été augmenté à 20%. 20%. Ça n'a pas de sens. Alors, au lieu d'encourager ces gens-là à passer, même parce qu'en fait, à 10%, il vaut mieux que les gens, les 70% payent 10% et même 5% plutôt qu'au zéro. Ouais. Maintenant, ils payent zéro. Effectivement, au niveau de l'IS, ils payent zéro aujourd'hui. Même si au niveau des intrants, effectivement, ils payent un petit chouïa, mais au niveau de l'IS, voilà, au niveau de l'IS... C'est votre expression favorite, ça, voilà. un petit chouïa. Voilà, mais donc au niveau de l'IS, ils ne payent rien. Donc si au lieu de mettre 5% ou même 10%, c'est un appât qui pourrait justement attirer les 70% vers la formalisation. Malheureusement, on est revenu là-dessus. Il y avait aussi l'auto-entrepreneur qui permettait justement de capter un certain nombre de... Ça a été limité, ça a été limité aussi, donc on est revenu là-dessus aussi. On va voir ce qui sera éventuellement fait dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de finances sur cette question de l'imposition des sociétés et surtout de l'intégration des opérateurs informels vers le formel. Il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Je voulais juste vous faire réagir à cette dernière note de conjoncture du HCP concernant le moral, non pas des ménages, mais des chefs d'entreprise, notamment dans les secteurs de l'industrie et de la construction. Alors, ce qui ressort de cette note, paradoxalement, c'est que les patrons marocains affichent un regain de confiance au deuxième trimestre de l'année, avec une production en hausse dans l'industrie, une reprise du BTP et des perspectives favorables également pour le troisième trimestre. Question que j'ai envie de vous poser, d'abord une analyse à froid de ces données-là, et puis est-ce qu'il s'agit selon vous d'un optimisme solide et qui est justifié compte tenu de peut-être l'évolution de notre pays au cours des derniers mois, ou est-ce que c'est un simple sursaut conjoncturel qui risque de s'estomper assez rapidement ? Déjà, très rapidement, il y a deux remarques. La première, c'est cette enquête, c'est une enquête par échantillon, avec un échantillon. Donc, c'est un échantillon qui est limité. Oui. Donc, en fait, c'est un échantillon limité. Comme toutes les enquêtes. Voilà. Donc, déjà, il faut savoir que c'est un échantillon limité. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Deuxième point, c'est que c'est un sentiment. En fait, les gens expriment un sentiment. Est-ce que vous êtes optimiste ou vous n'êtes pas optimiste, oui, mais c'est un sentiment qui est né d'une réalité qu'ils vivent. Oui, mais c'est un sentiment subjectif. Oui, mais il n'est pas le fruit de leur imagination, ça veut dire. C'est un sentiment objectif. Mais non. Et c'est un sentiment objectif. Mais non, si un chef d'entreprise industriel vous dit, vous levez les yeux en l'air, mais c'est vrai. Si un chef d'entreprise, vous lui posez la question par rapport à son activité, s'il est optimiste, il va vous répondre en fonction de la réalité qu'il vit. Si son carnet de commande, il est rempli, optimiste par rapport à l'avenir. Donc c'est un sentiment subjectif, non pas objectif, d'accord ? Oui. Ça reste un sentiment objectif. Donc juste pour que justement... ce qui répond aussi à des faits... Oui, qui répond à des faits, mais qui reste subjectif. Non, parce que ce que vous suggérez, c'est que tout ça, c'est de l'imagination. Non. C'est du sentiment. C'est un sentiment, c'est la réalité, c'est un sentiment, c'est tout. C'est factuel, ce que je dis, c'est factuel. Non, c'est pas factuel. C'est bien sûr que c'est factuel. Là, pour le coup, c'est vous qui êtes subjectif. Mais non, c'est pas calculé. C'est un sentiment. Je vous dis, comment vous voyez l'avenir ? Pour moi, c'est subjectif, c'est optimiste. Ou là, c'est pessimiste. C'est la même chose. Ça reste
subjectif. Donc, Oui. d'accord. Donc, c'est deux points qu'il faut voir. Et puis donc, effectivement, au niveau du bâtiment, des infrastructures, il y a effectivement une dynamique importante parce qu'il y a beaucoup de constructions, il y a beaucoup de routes et d'autoroutes qui se construisent, il y a beaucoup de bâtiments, des Très bien. Et pour terrains, les etc. industries? Donc là, c'est important. Ben, et les industries qui sont liées directement à soit à ces grands chantiers, ça va, soit qui sont liés à l'exportation, et à l'exportation, quand il y a une niche d'exportation qui est importante, ben ça va. Ben pour les autres, ça ne va pas. Voilà, donc c'est tout ce que Très je bien. voulais dire. Saïd Youssef? La note de l'HCP, ce regain de confiance, il me semble qu'il est réel. Parce que déjà, en termes de les statistiques du premier semestre 2025 montrent qu'il y a une amélioration. D'un point de vue investissement, d'un point de vue le secteur des BTP, le tourisme, les arrivées, on est à plus de 50%. Donc il y a des résultats. Il y a des résultats, logiques, les opérateurs ont exprimé, sont optimistes, c'est une réalité. Donc, c'est clair, c'est simple parce qu'on vient de le dire, le Maroc, 2030, 2025, dans quelques mois, on organise un grand événement africain. 2030, c'est un grand investissement et le coût global va dépasser les 50-60 milliards de dirhams. Donc, c'est de l'investissement qu'on va injecter. Et c'est logique, ça va avoir un effet positif sur le secteur économique. Maintenant, essayons de façon prospective, voir est-ce que déjà ça va continuer jusqu'à décembre 2025. Ce qui est fait pour pérenniser ce regain de confiance et qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser les objectifs stratégiques de la loi de finances 2026. La ligne directrice aujourd'hui de tous les programmes gouvernementaux, c'est non à un Maroc à double vitesse. Et on va voir même au niveau des secteurs économiques, et d'ailleurs il y a le double vitesse, même au niveau du secteur économique. Il y a la PME qui s'ouvre, il y a la grande entreprise qui va peut-être profiter des grands investissements. Donc qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour partager ce gâteau entre tous les opérateurs économiques? Et à mon sens, il faut aller aussi enquêter auprès des très petites entreprises, auprès de la PME, auprès de la PMI, qui souffrent et qui ont des véritables effectivement, c'est ça en fait la problématique, c'est que quand vous voyez les grandes entreprises qui ont des grands marchés, etc., c'est bien. Oui. Mais quand vous voyez les petites entreprises, les moyennes entreprises qui souffrent, si vous faites un échantillon sur ces petites entreprises, je ne suis pas sûr qu'ils seront aussi optimistes. Mais ça, c'est même sûr ce que vous dites. Là, pour le coup, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Oui, mais donc, si vous demandez... ce qu'il fallait démontrer. Alors, on a Karim Droné qui vient de nous rejoindre et qui traverse le champ de la caméra tranquillement, comme si de rien n'était. On va vous lui céder la place, le studio et tout ce qui va avec pour le journal. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci Taïb, merci Youssef. À la prochaine. Karim Droné, dans quelques instants pour le journal. Atlantique Matin. 7h-10h. Avec Adil Abdali. Atlantique Matin. Le réveil de l'info.